Bonjour jeunes gens. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du modèle intellectuel anglais qui a inspiré tous les territoires colonisés par l'Angleterre. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance des États-Unis. Pour ne pas nous perdre, nous allons revoir la Constitution et le contexte dans lequel les États-Unis ont pu se développer. Alors, qu'est-ce que la Constitution? C'est un texte de loi ou un ensemble de textes de loi fondamentales qui permettent de déterminer la répartition des pouvoirs et de leurs prérogatives, pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Et il permet surtout de définir le régime politique mis en place. Par exemple, la Constitution américaine de 1787 nous permet de définir que le régime des États-Unis d'Amérique est une république fédérale. La Constitution peut être écrite comme celle des États-Unis, celle d'aujourd'hui en Espagne et notre Constitution de la Ve République qui date de 1958. Mais elle peut aussi être orale, c'est-à-dire qu'on ne se réfère qu'à des coutumes et une jurisprudence. C'est le cas par exemple de la Constitution anglaise, dont les seules lois sont la Magna Carta, le Bill of Rights et l'Habeas Corpus. Alors, pour le contexte, souvenons-nous rapidement de la colonisation de l'Amérique. Les Anglais n'ont commencé à coloniser des territoires américains que très tard, dans les années 1580. Très tard par rapport aux Portugais et aux Espagnols. Les deux des premières colonies américaines sont la Géorgie et la Virginie, pratiquement sur la côte atlantique. Au fur et à mesure que les colons se sont installés sur les territoires, ils ont peu à peu gagné en autonomie vis-à-vis de l'Angleterre. Et même très vite. Et c'est justement en ça que c'est particulier. Une certaine autonomie, mais une certaine influence du modèle anglais, tout aussi bien au niveau politique qu'intellectuel. Et nous allons voir ensemble comment sont nés les États-Unis d'Amérique, en commençant par les relations entre les colonies américaines et la métropole anglaise. Ensuite, nous allons voir ensemble l'instauration du nouveau régime à partir de 1787. Comment sont nés les États-Unis et donc leur république. Et troisièmement, nous allons voir l'impact de l'intervention française dans la guerre d'indépendance. Alors, comme je l'ai dit en introduction, dès le début de la colonisation, les colons anglais en Amérique deviennent autonomes vis-à-vis de la métropole dès le XVIIe siècle, la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Ils ont leur propre système politique et économique. Et ils s'administrent eux-mêmes en totale autonomie vis-à-vis de la métropole anglaise. Le seul point commun, c'est que toutes les institutions sont inspirées du modèle anglais. La justice, le système d'imposition, l'organisation sociale et les échanges. Il existe notamment une très très grande présence de la liberté individuelle. Et les droits fondamentaux sont strictement respectés. Jusqu'à la guerre de 7 ans. Une guerre
entre la France et l'Angleterre au sujet des colonies américaines, justement, mais aussi bien en Afrique. À l'issue de la guerre de 7 ans, dans les années 1750-1760, l'Angleterre remporte la guerre et récupère beaucoup de territoires colonisés en Amérique, notamment le Canada, et des terres plus vers le centre des actuels États-Unis. Mais l'Angleterre s'en sort ruinée. Les caisses de l'État sont vides. Et l'état des caisses du royaume d'Angleterre pousse donc le royaume d'Angleterre à augmenter les taxes et à en créer pour les colonies américaines afin de rembourser les dettes. C'est pourquoi nous avons obtenu des taxes sur le sucre, sur le tabac et sur le thé, ce qui provoque des tensions entre les colons et les Anglais. Ça provoque au final des escarmouches, c'est-à-dire des premiers conflits armés, tout petits conflits armés, mais qui illustrent des tensions. Et ça atteint son maximum avec un acte de désobéissance très marqué. La Boston Tea Party. Il s'agit pour les colons de se déguiser en Amérindiens et de jeter toutes les cargaisons de thé dans l'océan. C'est le premier acte d'un soulèvement populaire et de ce qu'on appellera plus tard la Révolution américaine. Et c'est le début, par la suite, d'une guerre d'indépendance et coloniale. Je parle de guerre d'indépendance parce que désormais, on a un conflit entre les patriotes, ceux qui revendiquent l'indépendance des colonies américaines, et les Anglais, l'armée du roi, ainsi que les loyalistes, ceux qui restent fidèles à la couronne anglaise. L'armée des Américains s'appelle les insurgents. Ce sont ceux qui s'insurgent contre la tyrannie du peuple anglais et du roi d'Angleterre. Les Anglais les appellent les insurgés, les rebelles. Cette guerre va durer de 1774 à 1783. Elle commence avec la fameuse bataille de Bunker Hill. Victoire anglaise, sachant que les insurgents n'étaient pas encore bien structurés. Dans les premières années, les pères de la liberté, les fils de la liberté, pardonnez-moi, c'est-à-dire les élus des premières colonies, vont élire les membres d'un congrès qui vont se réunir à Philadelphie et constituer les bases de leur indépendance. Et le 4 juillet 1776, à Philadelphie, les membres du Congrès votent la Déclaration d'indépendance, rédigée par un certain Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, qui sera plus tard le 3e président des États-Unis. Depuis, le 4 juillet est devenu la fête nationale, jour de la déclaration d'indépendance. Par la suite, cette guerre d'indépendance va s'internationaliser parce que les Français vont envoyer des troupes d'expédition, troupes expéditionnaires pour intervenir dans cette guerre et venir en aide aux insurgents. Ce qui permet aux Américains de remporter une victoire décisive en 1781 à Yorktown.
Parmi les chefs du corps expéditionnaire, on retrouve le célèbre marquis de Lafayette et le général de Rochambeau, qui encadre le général en chef des troupes américaines, un certain George Washington. Après cette victoire à Bunker Hill, les Anglais sont obligés de négocier la paix avec les Américains et les Français. En 1783, ils signent le traité de paix à Paris, dans lequel il est stipulé que le Royaume-Uni doit reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ce qui était officialisé dans les textes par la Déclaration d'indépendance en 1776 l'est donc officiellement et internationalement par le traité de Paris. Une fois l'indépendance proclamée et reconnue, il devient nécessaire de créer une nouvelle constitution au nouvel État et à la nouvelle nation fraîchement créée. Et donc, un nouveau congrès est réuni pour constituer et rédiger cette fameuse constitution. En 1787, la constitution telle qu'elle a été établie permet une stricte répartition des pouvoirs, avec des élections régulièrement tenues, tous les 2 ans pour être plus précis. C'est ce qu'on connaît encore aujourd'hui aux États-Unis. Le pouvoir législatif est exercé par 2 chambres. La Chambre des représentants, la Chambre basse, et la Chambre haute, le Sénat. Ces 2 chambres constituent le Congrès. C'est le Parlement américain. Le pouvoir exécutif est exercé par un président de la République, le président des États-Unis, qui est élu tous les 4 ans. La dernière élection présidentielle en date, si vous regardez cette vidéo après cette élection, aura été tenue en novembre 2020. Et le pouvoir législatif est exercé par la Cour suprême, composée de 9 juges. Les juges étant nommés à vie par le président. Ces 3 pouvoirs sont strictement séparés. Aucune intervention d'un pouvoir sur un autre. C'est ce qu'on appelle un régime présidentiel, dans le sens où les 3 pouvoirs sont strictement séparés. Les articles de la Constitution permettent quelques libertés fondamentales, établissent les libertés fondamentales. La liberté d'expression, le droit de vote et le droit à la quête du bonheur, c'est fondamental pour les Américains. Tout ceci est encore mieux garanti par les 10 premiers amendements de la Constitution publiés en 1789. Ce qui fait que le pouvoir est strictement séparé avec un équilibre entre le pouvoir central efficace et la liberté des États et des individus. C'est du fédéralisme. C'est donc un tout nouveau modèle de régime qui est établi. Une république fédérale basée sur la démocratie et le droit de vote. Mais ça a une certaine limite parce que les pères fondateurs sont tous des aristocrates et des propriétaires terriens. La plupart de ces propriétaires terriens ont des esclaves sur leur domaine.
ce qui fait que le suffrage populaire n'est pas encore un suffrage universel. Sont exclus les gens de couleur et les femmes. Seuls ceux qui peuvent voter sont des hommes blancs et des propriétaires terriens par-dessus le marché. C'est donc en quelque sorte un suffrage censitaire. Depuis, ça a évolué. Mais cette intervention des Français dans la guerre d'indépendance a laissé quelques marques. Je vous ai déjà parlé de la guerre de 7 ans, dans laquelle les Anglais sont sortis vainqueurs. Ça a été senti comme une humiliation pour les Français qui ont pratiquement tout perdu en Amérique. Ce qui leur restait, c'était les Antilles pour conserver leur production de sucre. Ça a donc servi de revanche pour les Français qui en ont profité pour affaiblir les Anglais. Les intellectuels et les élites françaises qui sont informés des événements de la guerre d'indépendance américaine observent ça en estimant que cette guerre est tout simplement la mise en œuvre des idées défendues par les philosophes des Lumières. Benjamin Franklin, un des pères fondateurs et un des grands savants et intellectuels américains, était accueilli en héros à Versailles et même largement récompensé par le roi Louis XVI. Mais cette guerre a coûté cher. 1,7 milliard de livres tournois de dépensés, ce qui a alourdi la dette déjà abyssale pour les caisses de l'État du Royaume de France. On avait dépassé les 3 milliards de dettes. Il a donc été nécessaire de réformer le plus vite possible le système fiscal. Mais 11 ministres des Finances se sont succédés en 12 ans sans parvenir à réformer. C'est l'une des raisons qui vont conduire le roi Louis XVI à faire appel aux États généraux. Tout ça pour régler un problème fiscal. Mais ça, c'est ce dont je vous parlerai à la toute fin du programme. Voilà. Ainsi s'achève notre 6e chapitre, totalement consacré au modèle anglais et à son influence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et vous donne rendez-vous pour le chapitre sur les sciences au XVIIe et XVIIIe siècle. À bientôt.